Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré à la Libye, un pays plongé dans le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Une guerre oppose le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, basé à Tripoli, reconnu par la communauté internationale, au maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est. Ils ont chacun leurs alliés, pour Sarraj le Qatar et surtout la Turquie, pour Haftar les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, mais aussi l'Égypte et la Russie. La tension est montée d'un cran quand le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est dit prêt à intervenir si les troupes de Sarraj s'emparaient de Sirte. Emmanuel Macron dénonce de son côté un jeu dangereux de la Turquie en Libye. Alors la Libye est-elle la nouvelle Syrie? Quels sont les risques d'un embrasement dans la région? On en parle avec mes invités. Pierre Aski est avec nous, chroniqueur géopolitique à France Inter, auteur de Liu Xiaobo, l'homme qui a défié Pékin. Et je signale aussi votre documentaire, Pierre, sur l'OMS, qui sera diffusé sur Arte le 30 juin prochain. C'est l'OMS Chine-USA, la bataille de l'OMS. Julie Dungeloff est avec nous. Bonjour, journaliste reporter à France 24. Vous nous avez emmené plusieurs fois au cœur des combats en Libye et votre reportage, Libye, le piège infernal, vient de recevoir le One World Media Awards dans la catégorie Refugee Reporting Award. Avec nous également Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Bonjour. Merci à tous les trois de participer à cette émission. Depuis l'offensive du maréchal Haftar il y a plus d'un an contre Tripoli, la guerre fait rage dans ce pays, mais les troupes du gouvernement d'union nationale de Sarraj ont repris récemment le contrôle de l'ensemble du nord-ouest grâce au soutien de la Turquie. Regardez. Le dossier libyen se joue aussi loin de ses frontières. À Paris, Emmanuel Macron reçoit son homologue tunisien et accuse directement la Turquie d'ingérence militaire. J'ai déjà eu l'occasion de le dire très clairement au président Erdogan. Je considère aujourd'hui que la Turquie joue en Libye un jeu dangereux et contrevient à tous ses engagements pris lors de la conférence de Berlin. En janvier dernier, la Turquie s'était engagée, comme les autres pays de l'OTAN, au principe de non-ingérence en Libye et donc à respecter l'embargo des Nations Unies sur les armes. Mais selon Paris, Ankara fournit des armes au gouvernement d'union nationale, reconnu par l'ONU, dans sa lutte contre le maréchal Haftar pour le contrôle du pays. Soutenu par plusieurs pays, dont les Émirats arabes unis et l'Égypte, ce dernier aurait aussi l'appui de la France, selon la Turquie. In Libya, we are supporting the legitimate government, and the French government is supporting an illegitimate warlord, and jeopardizing, as I said, NATO's security, Mediterranean security, North African security, Libya's political stability. And I'm giving all this. They still blame us. They still criticize us. Avec le soutien militaire de la Turquie, les forces du gouvernement d'union nationale ont renversé le rapport de force en reprenant le contrôle du nord-ouest du pays. Elles visent désormais la ville de Sirte, à l'est de Tripoli, contrôlée par le maréchal Haftar. Des mouvements qui inquiètent le Caire. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a menacé d'intervenir militairement en cas d'avancée des troupes du GNA dans cette zone. Hasni Abidi, je vais commencer avec vous. On voit bien que cette guerre libyenne s'est transformée finalement en une guerre entre puissances étrangères. Chacun a ses alliés. Donc pour Haftar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Russie. Et pour Sarraj, donc le gouvernement de Tripoli, eh bien le Qatar et puis surtout la Turquie. Est-ce que le soutien de la Turquie a véritablement changé la donne sur le terrain? Et que veut Erdogan? Le soutien de la Turquie est considéré comme un tournant dans la crise libyenne parce que la Turquie a pris soin de donner une légitimité à son intervention militaire qui était déjà sur place, mais elle avait besoin en quelque sorte d'un encadrement juridique. Elle a signé un accord global et très important avec le gouvernement de M. Sarraj et suite à cela, il y avait une intervention, une présence militaire importante de conseillers militaires, mais aussi d'armement qui a fait un petit peu le changement, disons qui a changé un peu l'équilibre de forces. Ce que veut la Turquie depuis des années, la Turquie lorgne un peu sur la Méditerranée orientale et elle a trouvé dans cette occasion, c'est-à-dire l'occasion offerte par la communauté internationale, par l'Europe, c'est-à-dire le vide important de toute puissance pour jouer un rôle crucial. Et évidemment, la Turquie s'est engouffrée et elle est devenue aujourd'hui l'acteur majeur, l'acteur qui a permis à ce gouvernement de résister, qui a permis à Tripoli ici de ne pas tomber dans les mains de maréchal Haftar et bien entendu, et de gagner aujourd'hui des dividendes politiques qui sont très importantes et qui seront à terme d'ailleurs, et qui ne seront pas seulement pour quelque temps.
mais pour un petit moment. Pierre Aski, le président égyptien Sisi a dit qu'il allait intervenir militairement si les troupes de Sarraj, donc soutenues par la Turquie, s'emparaient de Sirte. Est-ce que l'Égypte pourrait effectivement intervenir militairement directement dans ce conflit et pourquoi? Alors effectivement, Sirte est devenu le point de focalisation aujourd'hui de ce conflit, puisque les forces du maréchal Haftar se sont retirées du nord-ouest. Donc aujourd'hui, c'est la ligne rouge fixée par les alliés d'Haftar, c'est-à-dire essentiellement les Émirats arabes unis et l'Égypte. Pour l'Égypte, il y a évidemment un enjeu qui est d'avoir dans cette partie de la Libye qui est contiguë de l'Égypte un allié, un homme qu'il soutienne, et surtout pas un gouvernement qu'il accuse d'être infiltré par les frères musulmans, soutenu par la Turquie qui elle-même a des liens avec les frères musulmans qui sont, on le sait, la bête noire du maréchal Sisi. Donc il y a cette toile de fond régionale qui fait que aujourd'hui cette ville de Sirte est devenue l'enjeu. Est-ce que le maréchal Sisi enverrait ses troupes réellement en Libye? En tout cas, il l'a annoncé clairement. S'il a le soutien des Émirats arabes unis derrière, c'est une menace qu'il ne faut pas prendre à la légère. Julie Dungeloff, pour redonner un peu de contexte à cette guerre qui, avant d'être internationale, était tout de même aussi une guerre civile, il faut rappeler que le maréchal Haftar a lancé une offensive contre Tripoli il y a un peu plus d'un an. Vous étiez d'ailleurs sur place, voilà, le 4 avril. À l'époque, Haftar pensait faire une bouchée, si je puis dire, de Tripoli, faire tomber Tripoli très facilement. Que voulait-il faire? Et finalement, il s'est retrouvé face à une résistance beaucoup plus forte. Oui, au début, lorsqu'il a lancé cette offensive sur Tripoli le 4 avril 2019, il était persuadé qu'il allait faire qu'une bouchée et qu'il allait pouvoir rentrer dans Tripoli très facilement. C'était sans compter sur la résistance de milices. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'armée organisée du côté de l'ouest du pays, du côté du gouvernement d'union nationale, mais une multitude de groupes armés qui sont des milices qu'on avait d'ailleurs suivis avec Abdallah Malkawi et Catherine Norris-Trent. Et ces milices se sont coordonnées, ce qu'on ne pensait pas qu'ils étaient capables de faire au départ. Elles se sont coordonnées pour résister contre Tripoli. Et puis, il y a eu l'appui déjà bien avant de puissances étrangères. Je me souviens quand j'étais sur place à l'automne dernier, il était déjà question de drones et notamment de drones turcs. Donc, il y avait déjà un appui aérien de la part de la Turquie. Donc, l'ingérence des puissances étrangères existe depuis quand même plusieurs mois. Et c'est notamment grâce à cela que, bien sûr, le GNA, le gouvernement d'union nationale, a pu résister, donc grâce à la résistance de ces milices et puis grâce à l'appui notamment de la Turquie. Asni Abidi, ce conflit ravive les tensions entre la France et la Turquie. Emmanuel Macron donc a dit cette semaine, il dénonce en fait le jeu dangereux de la Turquie, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. La Turquie, bien sûr, lui renvoie la balle en disant que c'est la France qui est ambiguë finalement sur ce terrain syrien. La France est-elle effectivement ambiguë? Doit-elle sortir de l'ambiguïté? Elle soutient Haftar ou Sarraj finalement? Bon, on peut le dire clairement que le seul État qui aujourd'hui présent et affiche sa présence à la fois politique et militaire, mais aussi économique. On n'a jamais vu ça, même de la part d'un État voisin ou d'un État arabe, une visite de ministre des Affaires étrangères, de l'économie, des finances, le chef du renseignement turc qui sont arrivés en Libye. C'est-à-dire qu'il y a un investissement important de la part de la Turquie. Et la Turquie ne cache pas son engagement militaire, alors que les autres États, la France, la Russie et bien sûr certaines monarchies du Golfe sont présentes, ils sont des acteurs importants et déterminants, et mais malgré cela, ils essaient toujours de dire que non, il s'agit plutôt d'une affaire entre le gouvernement de l'Est et le gouvernement de l'Ouest. Et c'est pourquoi il faut absolument, comme vous le dites, sortir de cette ambiguïté finalement. Où elle se trouve la France? Elle ne peut pas soutenir un gouvernement qui est issu de l'accord de Skhirat signé au Maroc, qui est un accord qui trace un peu la référence internationale du gouvernement de M. Sarraj, et en même temps soutenir le maréchal Haftar qui a montré finalement non seulement son incapacité militaire à contrôler la ville de Tripoli, parce que les Tripolitains sont contre un peu un putsch organisé par l'Est, mais il a montré aussi finalement que c'était pas un homme politique viable parce qu'il a séché des rendez-vous diplomatiques très importants, la conférence de Berlin, il a boudé aussi l'accord de Moscou, il a refusé une invitation envoyée par Alger, et ça fait beaucoup. Pour la première fois, on entend des critiques même de ses alliés, comme les Émirats arabes unis, qui critiquent un petit peu cet homme qui essaye de gérer la crise libyenne en homme
seule. Donc la France, elle doit prendre, à mon avis, les conséquences de la débâcle de Maréchal Haftar, le changement, bien sûr, d'attitude de Sarraj et bien entendu l'intervention militaire turque en travaillant sur les pays voisins et ne pas rester un peu handicapé par son soutien au maréchal Haftar et en même temps son obligation de soutenir un gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale dans la France. Pierre Aski, elle devrait, la France, effectivement, soutenir Sarraj plutôt que Haftar. Et jusqu'où peut aller finalement cette confrontation entre Paris et Ankara? Alors, je crois d'abord qu'il faut donner le cadre qui est plus large que la Libye. La confrontation entre la France et la Turquie, d'abord, elle est plus ancienne encore, et on pourrait donner toute la liste des contentieux. Il y a eu l'affaire des Kurdes du nord de la Syrie et l'intervention de la Turquie qui a commencé à voir le président Macron monter au créneau pour critiquer Ankara. Il y a eu tout ce qui s'est passé à l'intérieur de l'OTAN, au sommet en particulier de Londres à la fin de l'année dernière. Il y a beaucoup de points d'achoppement. Et la Libye est le cadre aussi d'une question clé dont il faut absolument parler, qui est celle des hydrocarbures en Méditerranée orientale. Parce que la Turquie a signé un accord avec Tripoli qui lui donne accès à la zone économique exclusive de la Libye pour faire des forages et des recherches gazières. Et il y a là une source de conflit avec les pays de la rive nord, la Grèce ou Chypre, qui sont des membres de l'Union européenne. Et donc, on a une toile de fond qui est extrêmement tendue et pleine de petites bombes à retardement entre la France et la Turquie. Oui, la France doit sortir de l'ambiguïté. Je pense qu'elle a une faiblesse aujourd'hui dans sa critique de la Turquie, c'est qu'elle ne critique pas les ingérences étrangères de l'autre côté. On n'a jamais entendu la France critiquer les Émirats arabes unis qui ont eux aussi envoyé des drones ou des avions bombarder le camp de Tripoli. Et ça, c'est une faiblesse très forte lorsqu'on critique un pays comme la Turquie. On l'a entendu tout à l'heure avec le porte-parole de la présidence. Donc oui, la France est aujourd'hui dans une position un peu délicate parce qu'elle a mené une stratégie peut-être un peu trop subtile de soutien officiel à la médiation de l'ONU et au gouvernement de Tripoli et un soutien officieux, militaire certainement à une époque, peut-être plus aujourd'hui, au maréchal Haftar. Il faut rappeler un petit peu le contexte également de cette guerre. Julie Dungeloff, vous avez réalisé un long reportage, ce reportage Libye, le piège infernal, reportage qui a donc reçu le One World Media Award, où vous montrez en fait que cette guerre a lieu en fait dans un contexte de crise migratoire terrible. On va en regarder un extrait. والله اللي مات الله غالب هذا من ظروف الحياه ومن الغباء بتاعها هو لاعب سلطه باين لاعب سلطه هات الحبل هات حسن مهلي هات. Ils sont 126 personnes à bord, dont 8 enfants. Ils ont déjà passé 18 heures en mer. Okay, okay. Please sit down. Un reportage bouleversant, Julie. Franchement, à chaque fois qu'on le regarde, on peut le revoir d'ailleurs pour ceux qui veulent le suivre sur notre site internet. Julie, vraiment, cette crise migratoire, elle continue. Il y a de plus en plus d'enfants. Que sont devenus d'ailleurs cette famille que vous avez suivie, qu'on voit sur ce bateau? Alors, ils ont
Ils étaient à l'époque 10 à avoir pris la mer. Au moment de ces images, on est fin octobre. Normalement, ce n'est plus la saison, si je peux m'exprimer ainsi, des traversées en Méditerranée. Mais les combats à ce moment-là sont très intenses et donc beaucoup de gens tentent la traversée vers l'Europe. On est à ce moment-là à quelques kilomètres seulement des eaux européennes et c'est les Libyens qui ramènent cette famille en Libye. Cette famille, eh bien, j'ai encore des nouvelles grâce notamment à mon collègue Abdallah Maïkawi qui leur parle régulièrement en arabe puisque je ne parle pas arabe. Ils sont toujours coincés à Tripoli. Le père a été kidnappé à plusieurs reprises. Ils vivent dans le dénuement le plus absolu. J'ai eu d'autres contacts avec des personnes que j'avais rencontrées dans des centres de détention, notamment à Zliten, qui eux, eh bien, ont réussi la traversée vers la Méditerranée. Mais vous l'avez dit, les traversées, elles continuent et de manière très intense en ce moment en Méditerranée. La semaine dernière, il y a eu plus de 470 personnes qui ont été secourues et ramenées dans les centres de détention officiels en Libye. Donc, ce sont des détentions arbitraires que dénoncent les organisations internationales. Et avec la crise du Covid-19 qui sévit également en Libye, eh bien, l'aide que les organisations internationales peuvent apporter eh bien, à ces migrants qui sont pris au piège, pour reprendre le titre de notre reportage en Libye, est devenue de plus en plus compliquée aussi du fait de la situation sécuritaire. Asni Abidi, il y a donc cette crise migratoire en Libye, il y a également des milices, c'est ce que vous disiez Julie, et puis il y a des groupes terroristes en Libye, tout ça donc crée une sorte de chaos, des groupes terroristes qui sont affiliés à Al-Qaïda, à l'organisation de l'État islamique. Que représente la menace terroriste en Libye ? On sait qu'en l'absence de corps constitués, et notamment le conflit qui oppose l'Est et l'Ouest, d'abord les frontières sont pas du tout contrôlées. La Libye a été sous Kadhafi, elle a été un pays d'accueil, rarement un pays de transit. Aujourd'hui, elle devient un pays de transit parce qu'il y a une facilité qui est donnée par ces frontières qui sont devenues des frontières ouvertes, soit au sud, mais aussi du côté égyptien, et parce que beaucoup de ces milices-là, qui soient d'ailleurs de l'Ouest ou de l'Est, ou ceux qui sont implantés dans le sud, utilisent la question migratoire, utilisent ces migrants venus du Sahel, mais aussi d'autres pays, comme une monnaie d'échange. Il y a un véritable commerce qui se crée aujourd'hui en Libye. D'ailleurs, un commerce entre, par exemple, l'Italie et les villes libyennes et certaines miliciennes qui ont construit même des centres de tri pour vendre, je m'excuse d'utiliser ce terme-là, et les migrants d'ailleurs passent parfois d'une milice à une autre milice jusqu'à arriver aux frontières méditerranéennes de la Libye. Quel est l'état de force aujourd'hui? On sait que les milices qui sont du côté de Tripoli, il y en a beaucoup parce qu'il y a une différenciation. Par exemple, Misrata a sa propre milice, il y a plusieurs milices. C'est la ville qui a beaucoup combattu Kadhafi. Les milices de Misrata sont les plus armées, les mieux disciplinées. Vous avez la milice de Zenten, toutes les villes là qui sont proches de Tripoli ont fait disparaître leur conflit et finalement l'assaut de Haftar a réussi à souder toutes ces milices-là et les placer derrière l'autorité de Sarraj, qui est finalement un montage entre anciens officiers de l'armée de Kadhafi, notamment ceux qui ont suivi Saif al-Islam Kadhafi, le fils de Kadhafi, et ces révolutionnaires devenus miliciens et qui ne sont pas prêts à abandonner justement cette fonction de milicien parce qu'elle est devenue synonyme de promotion économique et promotion sociale. Et en plus, Sarraj, ni d'ailleurs son ministre de l'Intérieur, Bachaga, ne sont pas prêts à ouvrir un deuxième front avec des milices parce que finalement, ils se disent aujourd'hui, c'est grâce à ces milices qu'on a résisté contre Haftar. Évidemment, des groupes liés à Al-Qaïda, on sait très bien, au sud, notamment à l'est, et on a beaucoup de poches de certains groupes qui sont plutôt liés à Al-Qaïda, beaucoup plus à l'État islamique. Il faut rappeler que l'attaque qui a visé un complexe industriel en Algérie, proche d'Ain Aminas, c'est un groupe quand même qui dépend d'Al-Qaïda et qui est passé entre le Mali et la Libye pour revenir en Algérie. Donc cette zone, elle est aussi fertile, elle est aussi attractive pour des groupes terroristes de toutes les organisations. Julie, vous avez été témoin de ce chaos d'ailleurs, vous avez suivi un certain nombre de miliciens, des jeunes essentiellement à Misrata. Vous pouvez nous en dire deux mots et après je fais réagir Pierre Aski. Oui, tout à fait. Nous, on a suivi donc différentes milices de Misrata. Ce sont des jeunes très jeunes qui ont pris les armes, comme vous l'avez dit, au moment de la Révolution. Ils ont des arsenals d'armes qu'ils nous ont montrés d'ailleurs au moment de notre tournage. Et ce qui est intéressant et qui complexifie encore la donne, c'est que ces miliciens de Misrata, on avait notamment suivi la Katiba 217, nous disaient
on combat à l'ouest, mais on ne soutient pas le gouvernement d'union nationale, on ne soutient pas Sarraj. Donc, vous voyez, la Libye, on la résume toujours à une scission entre l'Est et l'Ouest, mais c'est encore plus fragmenté que cela. C'est ce que nous expliquait d'ailleurs Hassan Salamé, qu'on avait rencontré à l'époque en tant qu'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, c'est que la Libye est tellement fragmentée aujourd'hui qu'aujourd'hui, eh bien, ces milices font front pour combattre Khalifa Haftar, et il nous disait notamment qu'il ne voulait pas le retour d'une dictature militaire, c'est ce qu'il nous disait, et puis probablement aussi qu'ils ne veulent pas perdre ce pouvoir qu'ils ont gagné pendant tant d'années avec ces armes qu'ils ont obtenues. Et aujourd'hui, quand on se balade dans Tripoli et que, par exemple, je vais vous donner une anecdote, j'avais rendez-vous avec Fayez al-Sarraj pour un entretien, il y avait une milice qui était devant. Eh bien, les gardes de sécurité de Fayez al-Sarraj ont eu peur de cette milice et nous ont fait entrer immédiatement. C'est dire le pouvoir de ces milices aujourd'hui dans Tripoli et en Libye, et la division du pays qui est vraiment plus éclatée que jamais, et bien plus éclatée que seulement dans cette division Est-Ouest. Un pays très éclaté. Pierre Aski, pourtant, le général Haftar se targuait d'être l'homme fort contre les milices, l'homme fort contre le terrorisme. C'était pas le cas, en fait, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il a joué sur une image qui est une image traditionnelle dans le monde arabe de ces hommes forts, comme ont pu l'être Kadhafi justement à son époque, ou plus récemment le maréchal al-Sisi en Égypte. Et donc il était un petit peu la réincarnation de ce stéréotype issu des années 70 et qui est effectivement le moule dans lequel il a lui-même grandi. Mais je pense que la réalité d'aujourd'hui est différente et il n'a pas délivrer, comme on dit en bon anglais, ce qu'un homme fort est censé faire. Et je crois que Julie a tout à fait raison d'insister sur le fait que on ne peut pas réduire le conflit libyen à cet affrontement entre l'Est et l'Ouest, entre Sarraj et Haftar. Il y a une complexité de cette situation libyenne, non seulement avec ces milices dans le nord, mais aussi la situation dans le sud dont on n'a pas du tout parlé et qui, à la frontière du Mali et du Tchad, aux confins de l'Algérie, donne une autre complexité à cette situation avec des retombées et des prolongements dans la zone sahélienne qu'on a bien vu depuis la chute de Kadhafi en 2011. Hasni Abidi, dans ce chaos, s'est greffé également le coronavirus. Il y a des cas en Libye. Où en est la pandémie dans le pays ? Écoutez, le problème de la pandémie, c'est que nous n'avons pas des chiffres exacts. Les autorités libyennes, à Benghazi, à Tripoli, à Tobrouk, dans toutes les villes en tout cas, elles sont incapables d'assurer une comptabilité fiable de nombre de personnes touchées par le Covid-19. Ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire qu'il y a quand même un système de santé qui reste complètement en retrait. Le deuxième élément, c'est que la Libye est un pays, il faut le dire, un pays fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de contact et c'est pour ça que le nombre, en tout cas donné par le ministère de la Santé ou par les directions de santé dans plusieurs villes, c'est un nombre qui n'est pas du tout alarmant, même si le gouvernement de Tripoli et aussi à Benghazi ont pris des mesures draconiennes, c'est-à-dire le couvre-feu, c'est-à-dire l'obligation de porter des masques, toutes les mesures qu'on connaît. Mais il faut dire que la Libye, en tout cas, elle reste tout de même épargnée et tant mieux parce que son système de santé est loin de pouvoir assurer une prise en charge adéquate. Julie Dungolov, vous aviez interviewé effectivement Hassan Salamé, l'émissaire de l'ONU. Il a démissionné, il est parti, il a quitté la mission au début de cette année. Est-ce que finalement, le fait qu'il ait quitté la mission de l'ONU montre que c'est un échec total que cette diplomatie onusienne en Libye ? Écoutez, en tout cas, Hassan Salamé n'a eu de cesse de parler des Libyens, parler de la Libye. Il l'a dit à plusieurs reprises. Il a appelé au fait que les puissances étrangères se retirent. Il a appelé à plusieurs reprises à un cessez-le-feu. Et il n'a eu de cesse de dire que il fallait penser aux Libyens qui souffrent maintenant depuis 2011. La Libye, depuis 2011, a connu des guerres civiles, des guerres contre le terrorisme. Maintenant, cette guerre entre l'Est et l'Ouest. Et je me souviens d'une conversation en off avec Hassan Salamé qui me disait, si j'arrivais à mettre tout le monde autour d'une table, il parlait des Libyens, eh bien, ce serait tellement plus simple, mais il y a tellement de personnes qui interfèrent. Il parlait de l'Italie, il parlait de la France, du Qatar, des Émirats, de la Russie, de la Turquie, toutes ces puissances étrangères qui se divisent la part du gâteau aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on ne parvient pas à remplacer Hassan Salamé. Ça montre aussi l'impuissance onusienne face à ce dossier libyen.
Pierre Aski, la France avait tenté une médiation, on se souvient de cette poignée de main à la Celle Saint-Cloud, hein, c'était le 25 juillet 2017 entre Haftar et Sarraj. Il y avait un accord à cette époque, il a volé en éclats, c'était juste un affichage. Vous savez, je crois qu'il faut faire il y a eu beaucoup de tentatives de médiation, celle de la France, celle des Nations Unies qui est la principale. On a eu la conférence de Berlin au début de l'année où tout le monde était là, Poutine, Erdogan, Merkel, Macron. Il y avait la communauté internationale était réunie. Je crois qu'on assiste c'est Le Drian qui a parlé de la syrianisation du conflit libyen. Ce conflit est aujourd'hui le symbole du désordre du monde et de l'incapacité de la communauté internationale aujourd'hui, en tout cas, à régler et à intervenir collectivement pour régler des conflits de ce genre. Il faut bien voir qu'il y a un désintérêt total des grandes puissances aujourd'hui à agir collectivement. La Russie mène son jeu. Les États-Unis, il y a un an, Trump avait le maréchal Haftar au téléphone. Aujourd'hui, il a l'air de donner son blanc-seing à Erdogan pour combattre le maréchal Haftar. Donc, on voit bien qu'il y a une désunion des nations qui rend toute médiation vaine et en tout cas aucune volonté collective de régler ce problème. Hasni Abidi, donc la Libye, c'est la nouvelle Syrie. Vous savez, je suis un peu prudent quant aux comparaisons entre deux situations qui sont différentes. Les dynamiques locales, qu'elles soient de paix ou de guerre, elles sont pas toujours les mêmes. Mais c'est vrai, en nombre d'acteurs étrangers, en nombre des acteurs qui ont une influence importante sur le terrain, il y a des points de convergence entre les deux situations. Ce qui est intéressant de savoir en Libye, c'est que finalement, on est passé d'un conflit où il y avait une grande autonomie des acteurs locaux à un conflit avec une importance donnée aux acteurs régionaux. Et quand les acteurs régionaux, en tout cas de moyenne puissance, ce sont des grands acteurs qui sont invités, savoir la Russie, la Turquie et maintenant les États-Unis qui reviennent en force. Il y avait avant-hier une réunion importante à Zouara en Libye et entre quand même le chef de l'Africom, la force américaine qui est basée en Afrique, et le gouvernement de Sarraj et son chef d'état-major, ce qui montre aussi qu'il y a en tout cas une inquiétude américaine quant à la présence russe. Et ça, c'est un élément assez important. D'abord, ça nous donne une idée claire. Le conflit n'est pas dogmatique, n'est pas religieux, n'est pas un conflit qui oppose des laïcs contre les frères musulmans. C'est un conflit d'intérêts, d'énormes enjeux géopolitiques. La Libye jouit d'une position géostratégique presque unique en Méditerranée orientale et dans toute la Méditerranée. Les ressources énergétiques sont très, très importantes et aucun État dans la région, c'est-à-dire l'Égypte ou l'Algérie, n'a intérêt à ce que la Libye reste comme un État failli, d'où la nécessité, à mon avis, d'une prise en charge des pays voisins d'abord et bien entendu de l'Union africaine, puisque c'est un conflit africain. Et je crois qu'une solution, quand on parle d'une solution libyenne, c'est important. La réconciliation nationale est un chantier urgent et prioritaire. Julie Dungelov, vous y croyez à cette réconciliation nationale alors qu'effectivement, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, Haftar et Sarraj, et qu'il y a tous ces acteurs, toutes ces ingérences étrangères. Aujourd'hui, il y a une solution politique possible en Libye? Ouais, ce serait bien difficile pour moi de répondre à cette question, tant tout cela dure depuis si longtemps. On voit que depuis 2011, les différents acteurs en Libye n'ont jamais réussi à se mettre d'accord. On sent des tensions très, très importantes aujourd'hui. On voit une ingérence étrangère de plus en plus importante. En tout cas, ce qu'il faudrait, c'est en effet que tout le monde puisse se mettre autour d'une table pour discuter et trouver une solution politique, peut-être une fédération dans ce pays qu'est la Libye. Mais aujourd'hui, les divisions, c'est tellement important, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, beaucoup plus importante que ce qu'on peut résumer entre l'Est et l'Ouest, que tout ça me semble extrêmement compliqué et je pense que ça sera extrêmement long surtout à mettre en place. Et je me demande si les différents acteurs qui aujourd'hui agissent en Libye ont réellement envie de trouver une solution, tant certains y trouvent un intérêt, notamment je vois quand j'étais sur place les différents groupes tels que Total ou Eni qui parvenaient à tirer leur profit en continuant à obtenir des ressources pétrolières importantes dans le pays. Donc on se demande dans tout ça si les différents acteurs ont réellement envie de trouver une solution à cette crise.
Pierre Aski, le pétrole, hein, on en a peu parlé, vraiment un enjeu majeur. D'après ce que j'ai vu, les puits sont plutôt à l'est, donc plutôt contrôlés par Haftar, et c'est un enjeu important également du côté de Sarraj, et puis bien sûr pour les puissances étrangères. Oh, bien sûr, je pense que une guerre dans un pays pétrolier ne peut pas échapper à cet enjeu. Et aujourd'hui, le contrôle des ressources pétrolières, c'est la toile de fond de cette nouvelle phase dans laquelle on est entré avec la bataille de Sirte et évidemment le prolongement sur les zones pétrolières. Mais je pense que, pour reprendre votre question sur y a-t-il une entente possible, je pense que la première étape devrait être la fin des ingérences étrangères. On ne peut pas imaginer que les acteurs libyens réussissent à se mettre d'accord tant qu'ils trouvent à l'extérieur de quoi alimenter leur guerre. Or, on en est très loin aujourd'hui et on voit très bien que les acteurs extérieurs ont un intérêt majeur à poursuivre ce conflit. La Turquie a aujourd'hui un pied considérable en Libye. Et on voit bien que le président Erdogan en a fait un objectif stratégique pour son gouvernement. Mais de l'autre côté, on voit bien que ça continue du côté des Émirats, l'Égypte qui fait monter les enchères, le jeu de la Russie qui a moins misé en Libye qu'elle a fait en Syrie précédemment, mais elle est extrêmement présente. On a signalé récemment l'arrivée d'avions de combat russes, en tout cas maquillés différemment, et qui sont basés aujourd'hui à Benghazi. Donc, tant que ces ingérences étrangères-là se poursuivront, je pense qu'il est illusoire de rêver d'une réconciliation entre les combattants libyens. Qu'est-ce qui pourrait les dissuader d'intervenir, Pierre Aski? D'abord, une entente internationale, et je pense que la réhabilitation du rôle de l'ONU pourrait être une première étape. Hassan Salamé a quitté, effectivement, a jeté l'éponge parce qu'il voyait bien qu'il n'allait nulle part et que les efforts qu'il avait accomplis depuis des mois pour essayer d'organiser un processus de négociation et de réconciliation sont tombés le jour où le maréchal Haftar, avec les encouragements et les feux verts de l'extérieur, s'est lancé dans cette bataille de Tripoli. Donc, ça passe et ça commence d'abord par une réhabilitation du rôle de l'ONU et que tout le monde se mette derrière l'ONU pour régler ce problème, parce que autrement, il est illusoire d'attendre une réconciliation ou même un début de processus de réconciliation. Hasni Abidi, vous êtes d'accord avec Pierre Aski? Il faudrait que tout le monde se mette autour de la table et avec l'ONU, alors que ça fait 2 ans et demi que l'ONU, avec Hassan Salamé, qui vraiment a pris son bâton de pèlerin, a tenté de trouver un accord sans succès. Écoutez, moi j'ai recensé le nombre d'acteurs étrangers entre États et mercenaires. On est à peu près à 22 acteurs qui jouent sur le territoire libyen. Donc s'il faut attendre l'accord de tous ces acteurs, je pense qu'on va passer pas mal d'années en train d'attendre un accord entre les internationaux. Le deuxième point, c'est qu'on sous-estime toujours la capacité de nuisance des acteurs locaux eux-mêmes. Quand la population de Benghazi avait marre de la présence de conseils de la Shura, donc c'est un mouvement islamiste radical, c'est les habitants de Benghazi qui ont manifesté, ont demandé le départ. À Tripoli, à plusieurs fois, les habitants de Tripoli ont demandé la sortie, le retrait de miliciens armés, dont Misrata d'ailleurs, ils ont réussi. Et je pense que cette réconciliation, elle provient d'un acteur qu'on a sous-estimé, c'est la société libyenne elle-même, qui est fatiguée, c'est vrai, la Libye elle est en cessation de paiement, les grandes compagnies pétrolières ont envie de retour de sécurité parce qu'on a plus de 60% des champs pétroliers qui ne fonctionnent pas. Donc je pense que c'est tout à fait possible une prise de conscience de la part des Libyens eux-mêmes pour dire aujourd'hui, il faut absolument qu'on trouve une solution. Parce que les acteurs étrangers ou internationaux trouvent des relais locaux. Et ces relais locaux, donc, c'est devenu un piège. Et c'est aux Libyens eux-mêmes de faire sortir, de disqualifier ces relais locaux, ces acteurs locaux qui ont fait appel à l'étranger dans un processus de demande de soutien, de recherche, de solidarité. Je pense qu'il y a un travail à 2 points, donc de track, comme on dit, l'international, mais aussi il ne faut pas sous-estimer le local, et c'est pourquoi la mission de l'Union africaine ou les efforts de l'Algérie, les efforts de la Tunisie visent justement à ce que les Libyens, les notables, les chefs de tribus, tous ceux qui ne sont pas concernés par l'enjeu en tout cas financier de la guerre,
trouve quand même une solution. Et là, juste pour dire, c'est pour ça, Sirte est une ligne rouge, comme le dit Sisi, c'est parce que la Turquie veut sa base militaire, veut sa base navale aussi proche de Sirte et probablement aussi à Jafra. Et donc, s'il n'y a pas une accélération de cette dynamique internationale, on risque en effet d'institutionnaliser la présence étrangère russe et bien entendu et turque en Libye. Julie Dungolov, c'est Sirte justement aujourd'hui qui est vraiment le point d'achoppement. C'est intéressant cette ville de Sirte parce que c'était l'ancien bastion de Kadhafi. C'est là d'ailleurs où Kadhafi est mort. Donc c'est vraiment le point d'ancrage entre l'Est et l'Ouest aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à janvier, la ville elle était divisée, tenue par deux milices. Une milice qui était une alliance de Misrata et puis la brigade 604 qui est une brigade salafiste opposée à Al-Qaïda et à l'État islamique, hostile aux frères musulmans. Donc, il n'a pas fallu beaucoup pour que Haftar puisse reprendre la ville de Sirte parce qu'en fait, la brigade 604, eh bien, s'est alliée à Haftar à ce moment-là. Donc, c'est intéressant de voir qu'à ce moment-là, quand Haftar a réussi à reprendre la ville en janvier, eh bien, les drapeaux qui étaient là, c'était les drapeaux de Kadhafi, les portraits de Kadhafi. Donc, aujourd'hui, on voit bien que cette ville a une symbolique extrêmement importante et c'est vraiment le point d'ancrage aujourd'hui quand vous regardez une carte de la Libye entre l'Est et l'Ouest et toute proche de Misrata, la puissante Misrata. Pierre, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des nostalgiques même de Kadhafi? Alors, je ne sais pas s'il y a des nostalgiques de Kadhafi, mais je sais qu'il y a toujours un Kadhafi dans le jeu, qui est le deuxième fils de Kadhafi, Saïf el-Islam, dont on reparle régulièrement et qui est un des acteurs potentiels de cette équation compliquée. Mais je ne sais pas si on peut parler véritablement de nostalgique de Kadhafi. Il y a évidemment une nostalgie d'une période où il n'y avait pas de guerre et où il y avait une stabilité qui est certes celle d'un régime dictatorial ou en tout cas très autoritaire qui était celui de Mouammar Kadhafi. Donc de ce point de vue-là, il y a forcément une nostalgie du temps qui précédait le désordre et la guerre. Hasni Abidi, est-ce qu'il faudrait finalement une partition de ce pays? Est-ce qu'on doit utiliser les accords qui ont été signés au Maroc? Quelle peut être la base en fait d'une solution politique? Moi, je pense que l'accord de Skhirat reste une référence internationale. Au moins, c'est la seule institution aujourd'hui qui est debout en Libye, puisqu'il n'existe pas d'institution. Et plus que le projet très intéressant et ambitieux de rédiger une nouvelle constitution est à l'arrêt. Je rappelle qu'à la veille de l'assaut du 4 avril 2019 contre Tripoli, il y avait le projet intéressant de l'ancien envoyé spécial Ghassan Salamé d'organiser une grande conférence libyenne dans la ville de Ghadames, à la frontière algéro-libyenne. Une partition sur trois, c'est-à-dire finalement trois provinces, comme c'était sous la monarchie de Senoussi, c'est très difficile parce que finalement, il y a des enjeux pétroliers qui sont entre l'Est et l'Ouest, donc entre l'Est et l'Ouest et le Sud. Fezzan, on sait que elle est aussi il y a des tribus, il y a des appartenances tribales qui traversent finalement ce tracé de frontières qu'on va le faire, par exemple, entre trois régions en Libye. Est-ce que les Libyens sont d'accord? Mais en tout cas, l'appel de Maréchal Sissi est inquiétant parce qu'il fait appel à une militarisation des tribus. Et ça nous rappelle un petit peu un autre appel qui est dangereux, c'est celui de l'Irak, c'est-à-dire la constitution de ce qu'on appelle les conseils de Sahwa, Majalis Sahwa, les armées contre Al-Qaïda. Et donc, si on arrive aussi encore une fois à une militarisation encore des tribus qui restent quand même une partie sage, une valeur refuge dans un pays conservateur comme la Libye, c'est très dangereux et c'est pourquoi, à mon avis, il faut garder un petit peu cette Libye-là, même si elle ne répond pas aux exigences de tout le monde, mais revenir à une partition en Libye, ça va être une bombe à retardement pour les Libyens eux-mêmes et surtout pour les pays voisins. Vous imaginez l'Algérie avec un pays qui est divisé, avec un pays qui est failli, en ne parlant pas de la Tunisie et même l'Égypte qui sera menacée par 3 États à ses frontières. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Hasni Abidi, Julie Dungolov. Merci à vous, Pierre Aski. Merci bien sûr à vous tous d'avoir suivi cette émission et puis restez avec nous sur France 24.